Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de 1917, film réalisé par Sam Mendes qui, on va pas se mentir, est en train de tout déboîter partout où il passe, puisqu'après avoir eu le Golden Globe du meilleur réalisateur, le Golden Globe du meilleur film dramatique, et là il est en pole position pour aller tout niquer aux Oscars, d'autant que c'est l'un des candidats les plus sérieux au trône. Et donc avec toutes ces récompenses qui pleuvaient et avec l'hystérie de certains spectateurs qui étaient là, c'est une expérience immersive incroyable, c'est un moment de cinéma incroyable, etc., j'avais vachement hâte de le voir. Et comme je suis un petit peu tout seul, à pas avoir des masses aimé 1917, ce que je propose avant qu'on continue la critique, c'est que tout le monde prenne un petit Lexomil. Voilà, je sais que quand il y a des films comme ça qui concentrent tous les amours, avoir un petit désamour à côté c'est compliqué, donc je respecte votre avis, les commentaires sont là pour ça. Moi dans cette vidéo ce que je vais faire c'est essayer d'expliquer le mien. Si on est sur cette chaîne c'est parce qu'on aime tous le cinéma, après on n'est pas forcément obligé d'aimer les mêmes films. Surtout que c'est assez intéressant de parler de 1917 pour le coup parce que je trouve que c'est un film qui malgré lui réactualise en fait un très vieux débat qui est à court depuis le tout début de l'histoire du cinéma et en particulier chez les théoriciens du cinéma, qui est la place de l'image par rapport au spectateur et la nature de l'image cinématographique par rapport à l'image photographique, à l'image en peinture, etc., etc. En gros, pour faire un énorme résumé, et si vous êtes familier avec les théories du cinéma, n'hésitez pas à rajouter des précisions dans les commentaires, à citer les auteurs, etc., à développer les pensées de gens comme Arnheim ou Bazin, parce que c'est des gens que je vais un petit peu paraphraser dans cette vidéo pour essayer d'expliquer le truc. En gros, il y a deux conceptions qui s'affrontent quant à ce que devrait être l'image cinématographique. Il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre, mais c'est deux conceptions qui sont aux antipodes, et qui définissent en fait le rapport que l'on peut avoir à une image. Pour résumer à mort, comme je le disais, on pourrait très basiquement parler d'image tableau et d'image fenêtre. Et là, je sais que j'ai perdu la moitié des gens qui regardaient cette vidéo, qui voulaient juste une critique, mais franchement, écoutez jusqu'au bout, parce que vous allez voir, on va retomber sur 1917 après. Si vous voulez, l'image tableau, c'est le film qui va user de toutes les caractéristiques qui font le cinéma, sans chercher à les dissimuler. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le film qui est fier d'être un film, qui revendique d'être un film que l'on regarde, en fait. Et qui va, de fait, utiliser des astuces de mise en scène qui sont visibles, dont l'objectif est qu'elles puissent être comprises et reçues par le spectateur. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça crée un rapport contemplatif au film. C'est-à-dire que vous regardez le film. Et l'expression est importante. Vous, dans votre siège de cinéma, regardez le film. En tant que spectateur, vous vous rendez compte que les images sont belles, vous vous rendez compte qu'il y a un travail du montage qui vous propose des choses, vous vous rendez compte que les mouvements de caméra sont extrêmement travaillés pour être très signifiants, pour symboliser beaucoup de choses, et le film veut que vous vous en rendiez compte de ça. Parce qu'il veut être regardé comme un film qui est un bon film. Ce qui est totalement différent de ce que cherche à faire un film qui travaillerait une image fenêtre, parce que l'image fenêtre, c'est littéralement ça, c'est-à-dire que c'est cette idée où vous passez la tête par la fenêtre et vous vous retrouvez dans le film. Et ce qui est très intéressant, c'est que les metteurs en scène qui cherchent à faire ça, ce qu'ils cherchent en fait, ce n'est plus la contemplation, mais c'est l'immersion. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte d'utiliser des astuces de mise en scène qui sont discrètes, qui ne cherchent pas à être tape à l'œil, à être remarquables, parce que leur objectif, c'est pas que vous regardiez le film, c'est que vous soyez dans le film. C'est-à-dire que vous oubliez que vous êtes un spectateur dans une salle de cinéma qui contemple une œuvre, mais que vous soyez un personnage à part entière du long métrage, dans le sens où vous êtes un observateur de ce qui se déroule à l'écran, mais vous êtes immergé dans le film. Et la différence, elle est là, dans l'interrogation de la place du spectateur vis-à-vis de ce qu'il est en train de regarder. Est-ce que je veux que mon spectateur soit dans la salle de cinéma, en train de regarder mon film, de le contempler, de se dire « il est beau ton film, il est puissant, c'est un beau film », ou est-ce que je veux que le spectateur rentre dans l'écran et puisse se dire « je vis ce que vivent les personnages ». Ce sont deux types de recherches cinématographiques qui sont différentes, et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Et il ne faut pas croire que parce qu'on emploie le terme « immersion », ça veut dire que vous allez ressentir plus de choses quand vous regardez le film. D'ailleurs, j'en discutais avec mon frère avant d'aller voir 1917, justement. Il m'avait posé cette question, il m'avait dit « c'est quoi le film que tu es le plus content d'avoir découvert en salle, et pas à la télévision ou sur ordinateur récemment ?» Et moi, sans aucune hésitation, j'ai répondu « Blade Runner 2049 », qui est un pur film contemplatif, pour le coup, parce que c'est un film qui m'a cloué à mon siège et qui m'a mis dans un état en fait de contemplation cinématographique où je me suis dit c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, le travail sur l'image est extraordinaire, le travail sur la mise en scène est extraordinaire, le travail sur le mixage sonore est extraordinaire, et ce que le film a fait,
c'est qu'il m'a dit « tu es un spectateur et tu vas me regarder ». Alors évidemment, le cinéma ne se résume pas à un débat entre image tableau et image fenêtre, hein, ce sont juste des cases, des indications, mais il y a plein de films qui naviguent entre les deux, il y a même des films qui arrivent à la fois à être complètement immersifs et dans d'autres scènes à être complètement contemplatifs, comme les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón, pour moi c'est un excellent exemple de ça. Mais voilà, c'est un débat, c'est une discussion sur la conception qu'il y a à avoir de l'image qui existe. Et j'en reviens à 1917, je vous avais dit qu'on rebondirait dessus, c'est que 1917, c'est un film qui est très très intéressant par rapport à la notion d'image tableau et d'image fenêtre, parce que c'est un film qui a envie d'être l'un et qui est parfaitement l'autre. Lorsque Sam Mendes a expliqué le projet de 1917 en interview, il a dit « Je voulais faire une expérience de guerre totalement immersive. Je voulais que le spectateur vive la guerre avec les personnages, et c'est pour ça que j'ai travaillé le plan séquence, parce que je voulais que le temps du film devienne le temps des spectateurs, que les spectateurs collent au basque des personnages, afin de vivre avec eux les horreurs de la guerre, et leur faire comprendre à ces spectateurs, justement, par l'expérience immersive, ce qu'il pouvait y avoir de terrible dans la guerre, justement, et en particulier dans la Première Guerre mondiale, parce qu'il me semble que c'est le grand-père de Sam Mendes qui l'a fait, et c'est de ces histoires qu'il a racontées qu'il en a tiré le scénario du film. Et là où moi ça me pose problème, c'est que quand j'ai vu 1917, j'ai absolument pas vu un film immersif. J'ai vu un film purement contemplatif. J'ai vu un travail de l'image, j'ai vu des plans posés, esthétisés, avec des mouvements de caméra extrêmement calculés. Je n'ai pas du tout vu cette volonté d'effacer le travail cinématographique pour faire rentrer complètement le spectateur dans une expérience voilà, de réel total, entre guillemets, réel cinématographique bien sûr, mais réel total, et de lui faire oublier qu'il était un spectateur en train de regarder un film. Et en fait, c'est vraiment plutôt dans cette inadéquation entre l'intention de départ et le résultat final qu'il y a un problème, parce qu'en dehors de ça, le film est très bien. Enfin, je veux dire, voilà, c'est très bien réalisé, c'est hyper bien joué, les scènes sont vachement bien reconstituées d'un point de vue historique, c'est très crédible, en fait, ce qui se passe à l'écran, la photo, superbe, en même temps c'est Roger Deakins, hein. Pouvait-on attendre autre chose que du superbe venant de Roger Deakins? La musique est bien, il y a un joli travail sur le son. Non, c'est bien. C'est bien, mais c'est pas ce que tu voulais faire. Et en fait, il y a plusieurs décisions qu'a pris Sam Mendes pour ce film que je ne comprends pas. En fait, mais vraiment, c'est que je ne comprends pas vis-à-vis de son intention de départ. La première étant d'avoir tourné en Steadicam, en voulant proposer une expérience immersive totale. Parce qu'en fait, la Steadicam, comme vous avez un bras stabilisateur qui vous permet d'éviter les déformations de l'image quand vous bougez, les déformations naturelles des yeux, par exemple, hein, lorsque vous bougez avec vos jambes, l'image se déforme, etc., il y a du mouvement, et bien la Steadicam vient stabiliser ça, et du coup, ce n'est pas un regard humain. C'est de toute évidence le regard d'une machine. C'est un super regard, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est le genre de regard qu'on ne peut avoir qu'au cinéma, qui produit des images qui sont plus belles que celles que l'œil humain pourrait avoir en mouvement, et qui donc produit un travail esthétique de l'image. Et c'est là où je comprends pas en fait, parce que la Steadicam, tout son intérêt, c'est de travailler à une fluidité tellement parfaite de l'image qu'elle ne peut pas être humaine, et qu'elle est donc purement image de cinéma. Ce qui fait qu'on est spectateur, puisqu'on regarde une image de cinéma. Alors que si Sam Mendes avait par exemple réalisé tout son film caméra à l'épaule, le regard de la caméra à l'épaule est un regard qui est extrêmement proche de l'œil humain, et du coup on n'aurait plus eu cette distanciation. On aurait épousé le regard de la caméra en dire « Ok, c'est mon regard, c'est le regard d'un être humain. Donc je suis immergé dans le film, donc l'image devient fenêtre et plus tableau. » Et vraiment, je ne comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix-là, parce que c'est vraiment pour moi, purement pour avoir de belles images, et des images qui soient fluides. Sauf que la fluidité de ces images et la chorégraphie totale de tout ce qui se passe dans les plans nécessaires avec le fait de vouloir faire des plans séquences, et bah ça crée de la mise en scène. Ça crée un sentiment de « ok, tout a été chorégraphié pour que ce soit beau, parce qu'on va pas filmer des trucs moches, et pour que tout soit au millimètre et que le mouvement soit parfait, etc. » Sauf que cette perfection ne peut être que cinématographique. Elle peut pas être réelle. Le réel n'est pas perfection. Et vraiment, moi, personnellement, pendant tout le film, j'étais là, je me disais « mais tu voulais faire une expérience immersive, enfin, c'est pas immersif, ça. Tout est chorégraphié, toute la lumière, superbe lumière, hein, voilà, les scènes de nuit, où tout brûle, avec les contrastes, etc., magnifique. Qu'est-ce que ça vient foutre dans une expérience immersive? À partir du moment où t'as ça, tu te dis, c'est beau,
c'est beau, le film est beau, pouf, je sors de l'image, je suis spectateur. Là pour le coup, Sam Mendes, je ne comprends pas trop ce qu'il a essayé de faire avec ce film, je ne comprends pas cette idée de on va créer une expérience immersive en suresthétisant tout. Ça c'est vraiment un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal, d'autant que il s'est imposé la contrainte du plan séquence, et le plan séquence n'est pas du tout un espace de liberté cinématographique, au contraire c'est hyper restreint, parce que vous pouvez pas utiliser le montage, donc vous pouvez pas commencer à se dire ok c'est pas grave, on verra ça au montage, là on va créer un effet de liaison entre les images, non, la caméra s'arrête pas. Donc de toute façon, c'est uniquement sur le mouvement de la caméra que tu peux créer de la mise en scène, sur absolument rien d'autre. Et surtout, comme on est en plan séquence et qu'absolument tout est chorégraphié, bah la seule façon qu'a Sam Mendes de créer de la surprise, c'est de travailler sur ce qu'on appelle des panoramiques de dévoilement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est hors champ, et que la caméra va faire un panoramique pour montrer quelque chose qu'on avait jusque-là pas vu, puis revenir sur les personnages. Et le problème quand tu fais ça, bah, c'est que ça devient ultra visible. C'est-à-dire que tu te dis, ok, il y a les personnages qui sont en train de marcher, donc là, je les filme en train de marcher, attention, ah ah ah, un cheval mort, ah merde, les personnages ils sont repartis. On sait que t'as fait ce mouvement pour nous montrer le cheval mort. Donc on voit la caméra qui fait « Ok, attends, là je vais descendre pour filmer le cheval mort et puis après je vais remonter, tu vois. » Ça crée encore une fois une distance. On imagine le mec en train de faire le mouvement, c'est pas du tout naturel. Et voilà, et bah c'est tous ces éléments-là qui ont fait que je n'ai pas pu rentrer dans le film parce que j'étais constamment en train de me demander comment est-ce que je devais considérer ce que je regardais. Est-ce que j'étais sur un travail esthétique? Est-ce que j'étais sur un travail immersif? Mais c'est pas cohérent. Ah, on y est. Non, en fait, on n'y est pas. Et du coup, bah en fait, je suis pas du tout rentré dans le film. À aucun moment. Et du coup, je me suis fait un petit peu chier aussi, parce que comme le film est écrit pour être immersif, si vous rentrez pas dans le film parce que vous êtes en permanence en train de vous interroger sur ce que vous êtes en train de regarder, et que pendant 20 minutes, les personnages sont en train de marcher dans la boue, ça paraît tout de suite très long. Mais après, au-delà de ça, c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est un film qui est raté, mais qui est bon, c'est-à-dire que tout est réussi dans le film, c'est très bien filmé, c'est très bien chorégraphié, c'est très bien joué, et surtout, je trouve que c'est vachement intéressant en plus d'écrire un film sur les messagers, qui sont des personnages qu'on voit quasiment jamais dans les films de guerre. Et puis ce climax est super, quoi. Le climax, toute la dernière partie du film est vraiment génial. Il y a un souffle épique d'un seul coup qui te prend et qui te fait te dire « Ah, ça y est, là on se pose plus ce genre de questions, là on y est vraiment, on est dans un pur film hollywoodien, à grand spectacle, etc. qu'on va regarder. » Voilà, on arrête de se poser la question, et là juste on regarde le film. Et toute la fin est vraiment très réussie. J'aime beaucoup la façon de conclure le film aussi. Je trouve que c'est vraiment intéressant de se dire, de montrer la futilité de la violence de tout ce qu'a traversé le personnage, juste, entre guillemets, pour porter un message, c'est vraiment bien. Donc voilà, moi, la façon que j'aurais de résumer l'expérience du film à ceux qui ne l'auraient pas encore vu et qui voudraient aller le voir, c'est vraiment de se dire, tu vas pas vivre une expérience immersive de la guerre, tu vas voir un très beau film sur la guerre. Voilà, donc au-delà des débats que le film a suscité en moi, je vous recommande de voir le film parce que c'est un film qui est bien fait, la promesse de prouesse technique est tenue jusqu'au bout, donc si vous avez envie d'aller le voir pour ça, allez-y, parce que voilà, c'est un bon travail. C'est un travail incohérent, mais c'est un bon travail. Sur ce, bah voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Les commentaires sont ouverts pour débattre de tout ça, dans le calme, le bien-être et la bonne humeur. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah écoutez, je vous invite à le faire. Et même si vous êtes abonné, rappelez-vous d'activer la petite cloche afin que je ne disparaisse pas dans les abîmes de votre fil d'actualité YouTube. Si jamais vous avez des envies de réseaux sociaux comme ça, vous pouvez me suivre sur mes comptes Instagram, Twitter et Sens Critique. Tous les liens sont dans la description. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour encore plus de cinéma. Ciao tout le monde.